Et ça s'applique évidemment à tous ceux qui mangent grâce à la faim, ou grâce au logement, ou grâce aux crises. C'est-à-dire les experts qui vont proposer des solutions. C'est pour ça que dans ce colloque, je ne voudrais pas qu'on recherche des solutions alternatives, contrairement à ce qui a été dit, parce que le système se renouvelle en permanence grâce à des solutions alternatives. C'est-à-dire qu'il suffit de changer d'expert, et par exemple, ce serait moi qui serais le nouvel expert, côté de l'ancien. Souvent, c'est les mêmes qui se reconvertissent. On cite beaucoup dans les milieux intermondialistes. L'ancien économiste en chef de la Banque mondiale, Stiglitz, qui, après avoir mené les politiques que l'on sait à la Banque mondiale, notamment sous la férule de McNamara, je vous rappelle, McNamara, c'était l'un des architectes de la guerre du Vietnam, et qui a eu cette formule au sujet de la guerre du Vietnam. C'était une tentative maladroite de faire le bien. Eh bien, je pense que la Banque mondiale a continué sous McNamara par d'autres moyens ces tentatives maladroites de faire le bien. Ça n'a pas gêné ce monsieur Stiglitz pendant toutes ces années de toucher son salaire et de faire ses politiques. Et pour des raisons que j'ignore, un jour il a démissionné et il a dit « Oh là là, ce que nous avons fait, c'est terrible ». Et tout le monde a dit « Quel courage ! Quel courage !» Et ce monsieur est maintenant le nouvel expert, finalement, des solutions alternatives pour le futur. C'est intéressant. Hein. C'est relativement systématique. Au sujet de la crise financière, aux États-Unis d'Amérique, il y a quand même des études qui ont été faites par des organismes là, de chercheurs militants, de militants chercheurs, et pas d'experts, qui cherchent des postes dans des commissions, machin, pour remplacer la génération précédente des hommes de pouvoir, et qui sont arrivés à la conclusion que la crise financière est la conséquence de la déréglementation financière, bien évidemment, que la déréglementation financière a été obtenue sous la pression des lobbies du secteur financier, qui ont dépensé jusqu'à 5 milliards de dollars pour obtenir les lois qui leur convenaient. Ça, c'est aux États-Unis, on le sait, c'est relativement transparent parce qu'il y a des registres de lobbyistes. Donc c'est illégal le lobbying, mais c'est relativement transparent. Donc il suffit de faire la recherche, d'avoir accès au registre. Dans l'Union européenne, cette Union européenne qui peut paraître parfois aux Africains une alternative à l'hégémonie américaine, avec son drapeau bleu, ses étoiles, qui est un drapeau inspiré du drapeau de la Vierge Marie. La construction européenne étant très liée à la technocratie chrétienne. Eh bien, le processus est beaucoup moins transparent, puisqu'il n'y a pas de registre de lobbying. Et en même temps, ça coûte beaucoup moins cher au secteur financier d'arriver au même résultat, parce que c'est carrément la Commission européenne qui paye. C'est elle qui organise des réunions d'experts dont elle paye les déplacements pour qu'ils la conseillent sur les lois qu'elle veut passer. Autrement dit, c'est carrément le secteur financier qui est aux commandes de la réforme financière, sans même quasiment d'intermédiaire, et en plus, ils sont payés pour ça. Les mêmes qui ont donc fait péter la banque sont appelés par l'Union européenne en tant qu'experts pour proposer des solutions. C'est le cas de monsieur Delarosière, qui est le PDG de la Banque nationale de Paris, qui est une banque qui a prospéré sur la crise financière en rachetant un certain nombre de banques, dont la franco-belge Fortis. Il était entouré d'un aéropage d'experts de haut niveau, parmi les gens de Goldman Sachs, des anciens de Lehman Brothers, l'ancien contrôleur des marchés financiers britanniques, qui a été accusé publiquement par le Parlement de n'avoir rien vu et d'être à l'origine de la faillite d'un grand nombre de banques britanniques. Et c'est donc à ces gens-là, voyez-vous, qu'on a demandé de trouver les solutions de sortie de crise. Excellente solution, puisque nous en avons le résultat avec le Wall Street Journal. Et alors moi je pense donc qu'il ne suffit pas de dire il faut changer d'expert pour que ça change.
Pourquoi? Parce que les experts, sous bénéfice de leur pseudo-neutralité, là on voit que c'est le directeur de la BNP qui fait la politique financière, en fait représentent très clairement des intérêts de classe, quoi. Des intérêts du secteur financier, des intérêts de ceux qui font péter la banque. Les remplacer par d'autres experts tout aussi déconnectés, qui peuvent être moi, parce que moi je suis totalement déconnecté du paysan africain qui meurt de faim. Et donc il y a forte chance que si on m'invite à donner mon avis sur un certain nombre de questions, j'ai un petit peu tendance à l'oublier, le paysan africain. C'est un petit peu, si on demande un collège d'hommes de mettre en place des politiques féministes, par exemple. C'est un peu pareil, quoi. C'est un peu pareil. Donc, il faut trouver une solution où il n'y aura plus d'experts de ce type. Comme on est confronté au problème permanent de la représentation, qui va parler au nom de qui? Il faut que les représentants soient contrôlés étroitement par la base. C'est la seule solution pour que la parole de la base et les besoins réels des gens remontent. Et pour ça, il faut que les gens soient présents lorsque leurs experts ou leurs représentants parlent dans des cénacles, parfois fort lointains, en Europe, aux États-Unis, mais même ici, ici même c'est un cénacle de ce type d'une certaine façon, puisque nous sommes tous des représentants de sang, et que les sangs ne sont pas là. Donc, ne travaillons pas sous leur contrôle direct. Voilà. 2 minutes. Bon, j'aurais eu encore beaucoup de choses à vous dire. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que l'histoire existe. Ce que j'essaie de vous faire comprendre avec cette histoire de remplacement d'experts par d'autres experts qui peuvent éventuellement être les mêmes experts, c'est que on est dans un système qui se reproduit sans cesse, jusqu'à ce que ce ne soit pas la banque qui pète, mais définitivement la planète. Hein, puisque maintenant on arrive quand même aux dernières crises avant que ça devienne vraiment totalement irréversible. Là, vous voyez, c'est une parole d'Européen, parce que ça veut dire que je ne suis pas très touché par cette crise, alors que je sais que si je sors de Bamako, il y a des gens qui vont me dire que c'est irréversible depuis longtemps. Vous voyez Voilà, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas que nous reproduisions le système en nous mettant à la place des autres pour faire exactement la même chose. Et pour ça, tous les intermédiaires que nous sommes, je pense, nous devons faire quelque chose de très étrange historiquement. Nous devons nous nier en tant que... nous devons nier nos intérêts de classe, nos intérêts de lettrés. Sur le marché Opus de Bruxelles, j'ai trouvé un vieux texte il y a 2 jours qui illustrait une vieille revue qui était une revue de coopération des années 70, à l'époque où c'était très à gauche la coopération. C'est un texte qui a été transcrit, c'est un texte de paysan de Haute-Volta qui dit ça. Nous sommes le cul du monde. Personne ne fait attention à ce que nous disons. On ne nous écoute pas. Nous sommes bons pour attendre à la porte des cénacles. Eux, ceux qui ont le papier, passent devant. Eux sont soignés, trouvent des places à l'école et dans l'administration. Pour nous, rien. Si nous ne nous débrouillons pas nous-mêmes en nous réunissant, c'est fini. Voilà, ça c'est des paroles de paysans, ils savent très bien. Et je pense que c'est à nous qui sommes les lettrés, nous qui avons le papier, nous qui allons faire des actes de colloque, d'entendre ces paysans. Et que ce que nous arriverons, c'est que nous serons seulement ceux qui tiendront la plume des paysans, comme celui qui a retranscrit ceci, qui date de 30 ans et encore toute sa force, qui est vraiment la voix des sangs. Et nous devons tenir le stylo, nous devons tenir la caméra, et nous devons être les porte-voix. Et nous devons chercher toutes les voix pour qu'elles s'harmonisent et en faire quelque chose qui crie suffisamment fort pour qu'enfin ça s'arrête. Mais ce n'est pas nous qui pourrons crier suffisamment fort, et quelque part, ce n'est pas tout à fait nous qui avons intérêt à ce que ça s'arrête. Voilà. Merci.